Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que l'été se passe bien là où vous êtes, que ce soit au travail ou peut-être en vacances, pour les petites chanceuses et petits chanceux. Je suis accompagné aujourd'hui de François Maubert, qui est bien connu dans le monde des sports de combat en France, mais je vais laisser te présenter. Salut, salut. Merci à toi de m'accueillir sur ton podcast, ça fait plaisir. Donc oui, moi c'est François Aubert, donc je suis kinésithérapeute et préparateur physique spécialisé dans les sports de combat. Voilà, et donc je travaille, donc j'ai un cabinet dans lequel où je réceptionne donc les combattants. Ça représente en gros 80% de ma patientèle, que ce soit du combattant amateur ou pro. Après, je m'occupe effectivement de plusieurs équipes de France. Donc, équipe de France de Muay Thai, kickboxing, MMA et grappling. Donc ça, je fais les championnats d'Europe et du monde avec toutes ces disciplines-là. Donc ça me fait pas mal voyager, donc c'est plutôt pas mal. Et je m'occupe aussi de l'équipe de France d'haltérophilie à l'INSEP. Donc là, je me déplace pas avec eux, mais je gère les soins de récupération à l'INSEP pour cette équipe. Et en parallèle, donc, je suis préparateur physique d'un groupe d'intervention. Voilà. En gros qui je suis. Ok, bah écoute, hyper intéressant, ça fait pas mal de cas de figure différents pour toi, je pense. Euh, Qu'est-ce que ça implique pour toi que la majorité de ta patientèle pratique les sports de combat? Est-ce que tu as dû te former spécifiquement par rapport à ça? Ou voilà, de facto, la majorité des patients sont des combattants? Non, en fait, moi-même, je suis pratiquant depuis que je suis tout enfant, donc depuis 8 ans. J'ai pratiqué à peu près voilà, tous les styles connus, pas forcément à un niveau on peut pas parler de carrière, mais j'ai pratiqué vraiment tous les styles. Et c'est ma passion. Et du coup, spontanément, je me suis orienté vers la kiné de ce sport-là. Il n'y a pas vraiment de formation. Souvent, on me demande, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment on fait pour se former sur ce domaine et tout. Il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai monté ma formation là-dessus, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de DU. C'est vraiment le terrain. C'est le terrain, c'est le fait de vivre dans le club, de côtoyer les combattants, et puis après c'est le bouche à oreille qui a fait le reste pour remplir ma patientèle, quoi. Qu'est-ce que ça a de différent peut-être d'un kinésithérapeute, alors généraliste, mais même je veux dire par rapport à un kinésithérapeute du sport finalement? Hmm. En fait, la grosse différence, parce qu'un combattant, que ce soit enfin, un combattant, ça reste un humain, quoi qu'il en soit, donc une tendinopathie de combattant ou une tendinopathie d'un non-combattant, le traitement reste le même. En revanche, c'est dans la réathlétisation et dans la phase finale de la rééducation où là, la spécificité entre en jeu. C'est-à-dire que si le kiné en question ne connaît pas l'activité, ne sait pas ce qu'attend le combattant après la rééducation, bah, il va se retrouver un manque. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de kinés qui me renvoient leurs patients quand ils sont vers la fin de la rééducation pour que justement je fasse cette partie-là. Euh, qui, si elle n'est pas faite, en fait, l'athlète va partir du cabinet, alors certes avec moins de douleur, mais il va persister des petites appréhensions, il y a certains petits gestes qu'il va se demander s'il peut les faire ou pas. Bon, après, euh, avec le temps qui passe et avec la pratique, oui, ça va, il va reprendre ses habitudes d'entraînement et ça va revenir. Mais si on peut faire en sorte de le suivre et qu'il récupère finalement le plus vite possible ses réflexes vraiment techniques liés à ce sport, c'est quand même mieux. Donc voilà, c'est dans cette différence-là que ça va se sentir. Je schématise un peu, mais si je suis combattant, quel que soit mon niveau et je me suis blessé, je peux, si besoin, avoir affaire à un kinésithérapeute du sport, voire généraliste, et c'est sur la fin où il faut s'orienter vers des exercices de rééducation spécifiques
c'est ça. où là, vaut mieux avoir affaire à un spécialiste de la discipline comme toi. C'est ça, c'est-à-dire en fait, ça marche pour tout, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en préparation physique, quand on a une échéance, voilà, je combats ou j'ai une compétition dans 3 mois, ok, bah on va commencer déjà par la base, donc on va faire en sorte qu'on va développer toutes les qualités physiques de base, et puis petit à petit, on va s'orienter de plus en plus spécifiquement vers l'activité et vers la demande de la compétition en question. Donc là, on est dans un cadre rééducatif et là, il n'y a pas vraiment de compétition. En revanche, il y a un retour à l'entraînement. Donc si toute la partie spécifique n'est pas traitée, bah, il va y avoir un manque. Et c'est ça, en vrai, la grosse différence. Et on parle des sports de combat, mais c'est valable pour tous les sports, hein. Voilà, c'est important d'avoir dans son carnet d'adresse, je suis sportif, et c'est important d'avoir dans son carnet d'adresse un kiné qui est spécialisé dans son domaine, donc le tennis, le foot ou autre. Voilà. Hyper intéressant parce que c'est vrai que généralement, alors la plupart d'entre nous, on va aller voir des kinésithérapeutes généralistes, voire parfois poussés à kinésithérapeute du sport, mais on rentre pas dans la granularité de la discipline. Enfin, en tout cas, je pense la majorité d'entre nous. Par rapport au sport de combat, c'est des disciplines assez traumatiques, hein, je pense que tu me contrediras pas sur ce Mm. point-là. Euh, Est-ce qu'il est possible de se préparer, diminuer, voire blesser pour une échéance en fin de compte? Parce que je suppose qu'on traîne toujours un peu des petits bobos. C'est tout l'intérêt de la préparation physique justement, c'est d'augmenter les niveaux de force, bon, pour la performance, ok, mais aussi pour la prévention des blessures. Donc après, effectivement, chaque sport de combat a ses spécificités. Les préventions de blessures d'un gars qui fait du jiu-jitsu, ça ne sera pas les mêmes d'un gars qui fait de la boxe thaï, ça c'est sûr. Donc après, voilà, c'est là le jeu qui est intéressant. Et encore une fois, là, en dehors de la kiné, on parlera de la préparation physique. C'est aussi pour ça que c'est important de s'orienter vers des préparateurs physiques spécialisés dans les domaines en question. Et prévenir la blessure, alors là, ça m'intéresse, la comparaison que tu fais. Hum, Entre boxe thaï et JJB, bon, évidemment, c'est compliqué de résumer ça en quelques secondes, mais Si, je peux te faire ça. Si. ouais, quelle va être la différence en fait, par exemple? Là, je parle des deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est un sport de préhension, donc JB, l'autre, c'est un sport de percussion. Donc forcément, les traumatismes ne sont pas les mêmes. La prévention des blessures dans le jiu-jitsu est un tout petit peu plus facile. Dans les sports de préhension, c'est un petit peu plus facile que dans les sports de percussion. Bah, pourquoi bah, se recevoir un coup, c'est pas facile de se préparer à se recevoir un coup, à part bah, travailler ses réflexes, la technique, etc., d'esquive, etc. Mais physiquement, se préparer à recevoir un coup, bon, effectivement, on va développer un certain volume musculaire qui va faire qu'on va encaisser un petit peu plus, mais concrètement, un coup, c'est un coup. Alors que par exemple en jiu-jitsu, bah, on sait qu'il y a beaucoup de blessures au niveau des ménisques, au niveau des lombaires, beaucoup de blessures à ce niveau-là. Bon, bah, un renforcement spécifique de ces zones-là, bah, c'est intéressant à mettre en place. Et s'il n'est pas fait, va y avoir la blessure. Et moi, de toute façon, je le ferai pendant la rééducation. Donc, si on peut éviter de passer par moi et déjà le mettre en place, ça serait une bonne chose. Après, ça dépend de chaque sport de combat, à son lot de blessures. Ça, c'est clair. Mais ouais, en gros, voilà. Ok, ouais, parce qu'en plus, dans les sports de percussion, il y a le côté, entre guillemets, surprise. Je vais faire une comparaison qui va peut-être un peu plus parler, mais un peu comme au rugby, au football américain. Alors évidemment, il y a des chocs et des traumatismes au rugby, mais on va souvent être gainé lors des chocs. On voit par où le choc va arriver, alors qu'au football américain, il y a peut-être parfois un peu plus de surprise, de relâchement. Ouais, mais Et c'est peut-être un ça. peu pareil dans les sports de percussion. On va se faire surprendre et se faire mettre KO. Hmm. Quand au jiu-jitsu brésilien, quand bien même on peut se faire surprendre, il y a toujours l'aspect de soumission et on abandonne. Ça va pas au bout de la soumission, etc., quoi. Hmm. Bah après, voilà, de toute façon, ça, j'ai souvent dit, hein, les sports les plus violents que je connais, c'est des sports que je pratiquerai jamais. Tout ce qui est rugby,
tout ce qui est football américain, c'est connu pour être super violent, quoi. Donc, sport de combat, au final, c'est pas si violent que ça. Pour la bonne et simple raison, comme tu l'as dit, on sait d'où le coup va venir, comment, enfin, peut-être pas comment il va venir, mais a priori, il y a quatre membres. Voilà, donc ça va venir d'un des quatre membres. Et on se prépare à l'année, en permanence, à recevoir ces coups. Donc au final, on est relativement préparé par rapport à ça. Après, oui, c'est sûr que les sports, tous les sports où on associe de la vitesse avec des poids de corps super gros, donc comme le rugby, voilà, c'est une Twingo qui te fonce dessus, c'est clair que là, Mm, mm. c'est super violent, quoi. Ouais, c'est le même principe que je crois les jets en avion de chasse un peu. C'est le fait d'être lancé, d'être stoppé net ou à l'inverse d'être immobile et de se prendre, comme tu dis, une Twingo. C'est ça. Hommage à Jonah Lomu. Par rapport à la prépa physique dont tu parlais tout à l'heure, à laquelle tu faisais allusion, euh, je voulais savoir si tu avais des conseils par rapport à l'entretien, parce qu'on a là un peu parlé de prévention, notamment au niveau des blessures, mais sur la prépa physique à laquelle on devrait peut-être, entre guillemets, tous s'adonner, l'entretien, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, euh, comment on peut l'adapter voilà, au quotidien, aux différents moments de vie pour être efficace en fait. Mm. En gros, faut bien faire le distinguo entre prépa physique, coaching, activité physique, tout ça c'est des choses qui sont différentes. Sport santé, tout ça c'est des choses différentes. Les préparations physiques, il n'y a aucun intérêt à faire une préparation physique à l'année au quotidien. Il n'y a aucun intérêt. Étant donné qu'une préparation physique, il faut un but. C'est voilà, j'ai une compétition dans 3 mois, je dois être prêt pour cette compétition-là physiquement. Voilà, prépare-moi pour cette compétition-là. Ok. Ouais, atteindre un pic de forme, quoi. C'est donc, ouais, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'il y ait un pic de forme pour que la personne soit performante à un moment clé. Après, il y a le coaching ou l'activité physique. Ça, c'est effectivement quelque chose qui peut se faire à l'année. Il n'y a pas vraiment d'objectif, il n'y a pas vraiment de performance. On est dans quelque chose. Euh, voilà, bah, l'été approche, j'aimerais être un peu musclé. C'est des micros objectifs, mais voilà, on n'est pas, il n'y a pas de pression à avoir. Et ça, effectivement, on peut le faire à l'année. Ça, c'est bien. Après, il y a le sport santé, et là, c'est vraiment, en fait, c'est que de la prévention de blessures. Donc, on va faire des exercices de renforcement, mais en mode prévention de blessures. Ça, bon, bah, pareil, hein, ça, théoriquement, tous les êtres humains sur Terre devraient faire ça. Enfin, non, justement, pas tous, parce que sinon, ça remplit pas mon cabinet. Donc, n'écoutez pas ce que je dis et ne le faites pas. C'est le praticien qui parlait, mais Voilà, pas le businessman. c'est ça. Mais concrètement, si tout le monde fait ça, j'ai plus de travail. C'est-à-dire que mon travail consiste à faire du sport santé, c'est-à-dire voilà, à redonner une activité physique à des membres l'ont perdu. En gros, voilà. Donc, il faut bien faire le distinguo entre tous ces trucs-là. L'activité physique, de toute façon, chez l'humain est indispensable. On est bipède, on est fait pour être dans la mobilité. Donc ça, c'est le gros problème de notre génération actuelle, c'est qu'on passe beaucoup de temps assis et avec toutes les conséquences physiques que ça entraîne, de déconditionnement. Mais on n'est pas fait pour ça. Donc on est fait pour bouger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est clair que l'activité physique est indispensable tous les jours, ou au moins un jour sur deux. Activité physique, c'est pas forcément faire des pompes, des squats et des burpees. Ça peut être juste sortir, marcher avec un bon rythme de marche, prendre des escaliers. Ça peut être voilà, des petites choses comme ça qui sont très simples et qui suffit à garder une certaine santé physique, quoi. Ouais, là, du coup, on est dans le sport santé qui permet de prévenir les blessures. Si je peux en parler comme ça, hein, c'est peut-être Ouais. le niveau 1. Mhm. Euh, le niveau 2, que tu appelais le coaching,
Ouais. Là, c'est un peu le niveau de pratique, le niveau, alors je sais pas si on peut parler de performance, mais En des fait, c'est gens le qu'on va juger niveau. sportifs, quoi. Ouais, le niveau, le coaching, c'est le niveau 2 si tu veux, c'est le niveau de base de la préparation physique. C'est-à-dire que, et c'est ce qui se fait en fait, en général, les athlètes, ils sont dans du coaching, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils sont dans une espèce d'activité physique un peu régulière, et quand il y a une date de compétition qui tombe, hop, là ils switchent et ils passent en mode plus prépa physique, et là avec des objectifs bien particuliers, etc. Et, euh, et voilà. Et après, on retombe dans un état un peu plus coaching où on va, par rapport à un sportif, plus se concentrer sur ses points faibles. Voilà, je manque de puissance dans les jambes ou autre. Ben, on va se concentrer un peu plus là-dessus, mais sans pression. Et, euh, et si on a une personne qui n'est pas spécialement sportive, bah là, c'est voilà, juste faire une activité physique un petit peu plus poussée. Donc là, c'est pas seulement marcher, monter les escaliers, ça va être plutôt bah, soulever des charges, faire du crossfit, enfin des trucs comme ça, quoi, des activités un peu plus costauds. Ouais, le coaching, c'est un peu être, alors que ce soit pour les athlètes de haut niveau comme pour n'importe qui, c'est viser le 70-80% de sa forme toute l'année. Et pour effectivement les athlètes de haut niveau ou les gens qui vont se lancer dans des prépas pour être au top de leur performance à eux pour un marathon, un tour à vélo, etc. Là, on vise les 100% ou les 98%, quoi. C'est ça, le but, c'est pas de recommencer à chaque fois. C'est-à-dire, ce qui se passe, bah, il y a certains athlètes, c'est comme ça. Je parle pour les sports de combat, ils ont une date de combat, ils combattent, et à partir de ce moment-là, ils ne foutent plus rien pendant 2, 3 mois. On les voit plus, et ils reviennent parce qu'ils ont une nouvelle date de combat. Ils sont hors de forme, et là, on a tout à reprendre depuis le début. Et ça, c'est chiant, ça fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors que s'ils avaient maintenu une certaine activité physique de base, bah, on pourrait repartir sur juste un peu de spécifique et ça suffirait en fait. Donc, Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu mentionnes. Alors, tu prends les athlètes de haut niveau, les combattants en exemple, mais même n'importe qui. En fin de compte, plus on arrête longtemps l'effort et cet entretien, alors quel que soit le niveau, plus derrière il est dur de s'y remettre et d'aller réatteindre le niveau qu'on a laissé avant notre pause, voire nos excès, quoi. ouais, bah, c'est simple, hein. 2 semaines, en 2 semaines d'arrêt, on se déconditionne. Même pas, en une semaine, on commence déjà à perdre les niveaux max de force et de vitesse. Et en 2 semaines, là, on commence à perdre en endurance. Donc 2 semaines d'arrêt, ça suffit. Une semaine, moi j'aime bien faire des semaines, une semaine de trou de temps en temps, tous les mois, tous les 2 mois. Ça fait du bien aux personnes qui s'entraînent souvent, ça leur fait du bien aux tendons, ça fait du bien aux articulations, un peu de décharger, phase de deload, on appelle ça. Zéro, zéro effort là. Ouais, 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 vraiment très 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 peu d'efforts. Vraiment zéro, ou alors des sports portés, de la piscine, du vélo, Hmm. des trucs Ouais, bien ou faits. tout ce qui est sport santé auquel tu Voilà, fais allusion, marche rapide, etc. c'est Le sport ça. du quotidien, quoi. Très peu de contraintes pendant une semaine. Et après, à chaque fois, quand ils reviennent, c'est des machines. Parce qu'on a laissé le corps se reposer, donc automatiquement, bonne hygiène alimentaire, bon sommeil. Donc il y a une bonne prise de volume pour ceux qui veulent du volume. Le système nerveux est frais, donc après on peut revenir sur des bonnes perfs et tout. Non, ça c'est vraiment un truc à faire. Mais ça c'est valable que pour ceux qui On s'entraînent s'entraîne vraiment très ultra très, régulièrement. ouais, vraiment régulièrement, c'est-à-dire à raison de bah, déjà tous les jours et en termes de prépa physique sur des sessions de une à, ah non, 2 à 3 séances de prépa physique par semaine, quoi. Donc Hmm. des personnes qui s'entraînent, quoi. Ouais, et c'est aussi pour ça qu'on finalement on pourrait pas être à 100% toute l'année. C'est que pour être à 100%, ça nécessite une charge de travail qui à moyen long terme est insoutenable en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bah là, je suis en train de rédiger, parce que je rédige des articles dans Karaté Bushido, qui est un magazine de sport de combat. Et là, je vais rédiger pour la rentrée un article sur justement la gestion de la charge d'entraînement, les outils pour évaluer la charge d'entraînement, comment savoir si on s'entraîne trop, pas assez, etc.
Et c'est ça, c'est-à-dire que on ne peut pas être à 100% à l'année, ça c'est clairement source de blessures. L'humain, comme l'univers, fonctionne par cycle, donc il faut être cyclique, il y a des phases où on s'entraîne, des phases où on s'entraîne moins, et voilà, il faut faire attention à ça. Mais dans les sports de combat, il y a un biais qu'on retrouve peut-être un peu moins dans les sports co, c'est ce qu'on appelle le boxing business, c'est-à-dire que il y a certains combattants qui bon, bah, ils font ça pour vivre, c'est des pros, et du coup bah, il y a la patte du gain derrière, et ils enchaînent les combats, les préparations, les combats, les préparations. Ils disent oui à tout ce qu'on leur propose et Ouais, il se grille. Ouais. ils se grillent et ils se blessent et ils se retrouvent avec des combats, peut-être un combat par mois, des choses comme ça. Donc à la fin, ils se ruinent, ils sont complètement morts, hein. Mm. Donc Là, ça, puisqu'on parle de carrière, ouais, c'est la parenthèse pour se dire que l'entourage, alors dans tous les domaines de la vie, hein, mais encore plus dans le sport et les sports de combat, vu qu'au final notre outil de travail c'est notre corps et notre santé, il faut vraiment aménager sa monture pour aller loin, comme le dit le proverbe, quoi. ça c'est vraiment ça. Faut vraiment gérer les piliers de la récupération, nutrition, sommeil et gestion de la charge d'entraînement. C'est vraiment les trois piliers les plus importants. S'il en manque un, il y a une source de blessure qui arrive, en gros. Le sommeil, alors on parle beaucoup de sport et de nutrition, d'alimentation dans le débat public, enfin les médias mainstream, mais moins du sommeil. Et bon, ça tombe sous le sens. Je pense que tout le monde se doute qu'il faut se reposer. Mais qu'est-ce que tu as à en dire et qu'est-ce que tu observes un peu par rapport à ta patientèle? Et ce qui est intéressant dans les sports de combat, c'est que je pense que c'est des gens qui, en règle générale, ont pas peur de se faire un peu mal et de tirer un peu sur la corde. Voilà, quel conseil, quel constat t'as à faire par rapport à ça? Bah, si souvent on me dit ouais, il n'y a pas de pilule magique, il y a une pilule magique, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment une vraie pilule magique. C'est le pilier le plus important de la récupération devant la nutrition. On peut mourir d'absence de sommeil, comme on peut mourir d'absence d'eau, mais on peut aussi mourir d'absence de sommeil. C'est vraiment vital. En fait, c'est l'élément de récupération du système nerveux. Donc rien que ça, en fait. Rien que ça suffit déjà. Ça veut dire que c'est ce qui permet au cerveau et aux nerfs et à la connexion cerveau, nerfs, muscles, motricité, pattern de mouvement, etc. Ce qui permet de faire un reset de tout ça. Parce que voilà, on a des neurotransmetteurs au niveau des synapses qui permettent de transférer les messages, mais il y a un épuisement de ces neurotransmetteurs. On n'est pas des robots et on ne peut pas les utiliser comme ça non-stop. Donc le sommeil, ça permet vraiment, euh, au niveau neurologique, de récupérer. Après, on sait que ça augmente le taux de testostérone, on sait que le sommeil, ça diminue toute forme de niveau enfin, le niveau d'hormones liées au stress sont diminués avec le sommeil. Euh, il y a une étude là, qui est sortie et qui mentionnait que même faire une sieste, même quand on a bien dormi, faire une sieste, ça augmente le niveau de performance encore. Donc c'est vraiment totalement lié. C'est moi quand il y a un athlète, souvent quand je suis en déplacement et que les athlètes ils viennent me voir, il est 23 heures, on est en pleine compétition, ils viennent me voir et ils me disent voilà, j'aimerais bien un petit massage, un petit truc, je dis va te coucher. Je- Parce que moi aussi j'ai envie de dormir. voilà. Déjà ça, et de deux, c'est le plus important, c'est le sommeil. Et ça, c'est complètement sous-estimé. Les gens se concentrent sur la créativité, ils se concentrent sur des compléments qui coûtent une blinde ou sur je sais pas quel outil de ventouse, de récup, de je sais pas quoi, alors que une bonne sieste, un bon sommeil réparateur, c'est la clé de beaucoup de choses. Prévention de blessures, j'en parle même pas. Si on a un mauvais sommeil, automatiquement le tonus musculaire sera moins réactif. Donc s'il y a si on a une tendance à une instabilité de genou,
et qu'on a un mauvais sommeil, c'est sûr que l'instabilité de genou va être majorée. Le tonus musculaire sera moins présent, sera moins réactif. Les réflexes, un sport de combat, j'en parle même pas. Si on n'a pas de, il y a une diminution de la capacité à anticiper les coups avec le sommeil. Donc, ouais, ça impacte trop. Ça impacte trop. Tu as parlé des compléments alimentaires là, et je voudrais venir sur ce troisième pilier là, de la nutrition. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va s'alimenter, on va dire avec bon sens, voilà, des repas équilibrés, hein, euh, qui mange, on va dire, essentiellement du frais, pas mal de fruits, pas mal de légumes, des protéines pas trop grasses. Euh, Dans le 80-20, on s'en était parlé un peu avant le podcast, donc 20% de l'effort qui fait 80% des résultats. Est-ce que quelqu'un qui mange équilibré aujourd'hui peut se passer de compléments alimentaires Mm. euh, ou pas? Parce que il y a tout un business autour de ça. J'ai l'impression maintenant que l'essentiel des sportifs, qui soient professionnels, alors eux c'est peut-être un peu différent parce qu'ils ont des charges de travail démentielles, mais même en amateur, personne ne s'en passe, quoi. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Euh, on peut clairement se passer des compléments alimentaires pour la bonne et simple raison que c'est des compléments alimentaires. C'est-à-dire que c'est des compléments de l'alimentation. Donc c'est un complément, c'est un bonus, c'est le petit truc en plus. C'est pas obligé. En revanche, il y a certains micronutriments, donc tout ce qui a vitamines, où dans le monde dans lequel on vit actuellement, on est déficitaire. Il se trouve que les légumes qu'on mange de nos jours ont perdu presque 50% de leur valeur nutritionnelle. Donc en fait, quand on mange une pomme ou autre, il y a 100 ans de ça, c'était bardé de vitamines. Là maintenant, c'est 50% d'eau, quoi. Donc il y a un gap à combler par rapport à ça en termes de vitamines. Donc un petit complément vitaminé, du pyruvan, enfin euh, sous forme comment ça s'appelle? J'ai Du plus Red le. Bull, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Non, des vitamines qu'on voit en pharmacie, quoi. Vitamine C, vitamine D. Ça, c'est des choses c'est vraiment le complément où, ok, on est clairement en déficit par rapport à ça dans le monde dans lequel on vit actuellement. Notamment dans les pays où il n'y a pas beaucoup de soleil, donc Paris, France, etc. Un complément à base de vitamine D, c'est aussi une bonne chose. On sait que en hiver, on est en carence de vitamine D, et c'est lié voilà, à l'alimentation et à la lumière. Et la vitamine D, c'est super important pour la contraction musculaire, etc. Donc pour la récupération du muscle. Donc c'est clair que se complémenter en vitamines, c'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt, je pense, moi c'est le seul complément que j'utilise, c'est à base de vitamines, quoi. Après, tous les autres compléments alimentaires restent de l'accessoire. Euh, on va dire que pour les sportifs, euh, la créatine, voilà, de plus en plus d'études montrent que la créatine a un vrai bénéfice, même en prise en continu. Ça a un vrai bénéfice sur le système nerveux, voilà. Why not? Voilà, why not? La créatine, mais pareil, c'est vraiment un indispensable. C'est pas un indispensable. C'est-à-dire que si la personne, elle est très bien comme elle a une bonne hygiène alimentaire, il n'y a vraiment pas besoin de supplémenter tout ce qui est shaker de prot, des trucs comme ça. Admettons, bon bah voilà, j'ai pas le temps de manger le midi, je suis au travail. Donc là, je parle pas des sportifs pros, hein, je parle des sportifs amateurs qui bossent à côté. J'ai pas trop le temps de manger le midi. Bon bah tant pis, au moins un checker de prot, c'est mieux que rien, quoi. Mais
se prendre ces shakers de prot en mode bah ouais, les protéines et les glucides, on sait que ça favorise la reconstruction musculaire après dégradation, etc. On est d'accord. Mais tu prends un bon plat de pâtes et c'est pareil, t'as pas besoin de prendre ton shaker de prot, ton alimentation classique, non. Ou alors, voilà. Donc, voilà en gros mon point de vue sur tout ce qui est complément alimentaire. Hyper intéressant, merci. Pour revenir aux notions de performance, ou en tout cas de niveau de santé, je voulais savoir si il y avait un standard, une sorte de barème, ou peut-être des exercices, des tests à faire soi-même, qui, en fonction du sexe et de l'âge, sur lesquels on peut se baser de manière, on va dire, assez fiable, même si c'est à grosse maille, pour savoir si on est en bonne santé ou pas. Parce que dans l'imaginaire collectif, par exemple, on fait beaucoup l'amalgame entre surpoids, un peu de graisse, avec mauvaise santé, et la minceur, voire parfois la maigreur, bonne santé. Donc voilà, s'il y avait un peu des choses pour s'y retrouver sans pour autant aller faire des tests à l'INSEP. Ouais, il y a l'OMS. L'OMS préconise 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, ça c'est vraiment le niveau de base. Mais ces 10 000 pas-là, je peux vous assurer qu'il y a plein de personnes qui ne le font pas. Donc là, je parle du non sportif déjà. Voilà. Après, il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de, comment dire, d'exercice miracle que voilà que tout le monde devrait faire. Il n'y a pas non plus de base générale. C'est vraiment chaque individu, par définition, a ses propres standards en fait. Donc à partir de là, à partir du moment où la personne se sent bien dans son corps, dans son esprit, elle n'a pas de douleur, quel que soit l'âge, sexe, ou il n'y a pas y a pas vraiment de standard sur lequel se baser. Après, en termes de performance, là, on part sur autre chose. C'est-à-dire que si, bah, voilà, pour les groupes d'intervention, par exemple, bah, il faut pouvoir enquiller 20 tractions strictes, bras tendus en bas, quoi. Donc, si on ne les atteint pas, on ne peut pas intégrer le groupe d'intervention. Pour moi, donc en prépa physique, moi je fais ce que j'appelle donc des profilages, c'est-à-dire que j'évalue l'athlète de base, je l'évalue pour voir bah, voilà, son niveau physique, et en fonction de ça, bah, ça me donne je peux à peu près le situer, et ça me donne un ordre de grandeur pour savoir voilà, si c'est un sportif plutôt confirmé ou un sportif moyen. Même s'il est plus sportif que la moyenne, il y a des sportifs qui ont des perfs qui sont pas folles malgré le fait qu'ils s'entraînent souvent. Donc voilà, il y a pas vraiment de standard par rapport à ça. C'est juste que voilà, quand il y a une personne qui se dit soi-disant sportif, qui arrive pas à m'enchaîner 20 pompes, bon, bah, tu te dis, il y a un problème, quoi. C'est- Tu vois. Ou si si le mec il te dit, voilà, je veux faire un marathon et sa fréquence cardiaque de repos, elle est à 70, bah, tu te dis, ça va être compliqué, le garçon. Donc, c'est plus des choses comme ça Hmm. qu'un truc standard. Voilà, la femme de 45 ans doit pouvoir faire, tu vois. C'est plus nuancé que ça. Ouais, être en bonne santé, enfin de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui peut mener sa vie en totale autonomie, voilà, sans blessure, en termes de mobilité, voilà, on peut plus ou moins tout faire. Après, s'il s'agit de performance, ça va être par rapport à un référentiel. Tu parlais des forces spéciales, là, les 20 tractions strictes, ou le temps que je veux faire au prochain marathon auquel je m'inscris, quoi. Je me C'est suis ça, inscrit en français. c'est ça. C'est-à-dire que la personne non sportive qui n'a pas de douleur, qui est autonome, qui est limitée dans rien, c'est-à-dire que si elle veut faire un footing avec ses potes alors qu'elle le fait jamais, elle peut, et ça va tirer, il va y avoir des petites courbatures, mais stop. Si elle veut faire un foot, si papa il veut faire un foot avec son fils, et ben il n'y a pas de souci, il fait son petit foot, il se fait laminer, et puis voilà, bon, top.
Mais voilà, si on est là, bah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Voilà. En revanche, effectivement, bah, à partir du moment où le niveau d'exigence physique augmente, ah bah oui, le niveau d'exigence physique augmente. Donc là, on n'est plus dans la même cour, là, on est dans la cour des sportifs de haut niveau, et là, bah oui, si tu dépasses pas un certain standard, c'est pas possible que tu te confrontes de manière compétitive avec d'autres personnes qui, eux, sont largement au-dessus. C'est plus comme ça. Après, moi, j'ai établi dans mes profilages une espèce de batterie de test qui me donne une idée. Mais c'est quelque chose que j'ai mis au point, qui est pas du tout, enfin, qui est pas validé scientifiquement. C'est des trucs que j'ai créés en me calquant sur le terrain, en, en m'adaptant aux demandes des sportifs, au sport en question. Et, euh, et voilà, c'est des évaluations personnelles que j'utilise, mais, euh, mais on peut pas les rendre standards, tu vois. Hmm. Et en parlant alors de standard ou peut-être de base, euh, on sort un peu du sport santé pour revenir peut-être un peu plus sur le niveau du coaching, voilà, et essayer d'être à 70%, 80% toute l'année. Euh, pour toi, quels sont les exercices de base en préparation physique faut savoir effectuer? Je ne sais pas si c'est un niveau de répétition ou de poids ou des temps, mais voilà, peut-être les 2 à 4 exercices majeurs où effectivement, si on n'atteint pas tel niveau, il faut essayer d'aller le chercher en tout cas. Souvent, on parle de on se rapporte beaucoup à l'haltérophilie, euh, avec les niveaux en squat, etc. Moi, dans les sports de combat, moi, ce que j'applique à mes athlètes pour pas forcément pour développer de la force, on parle de la force, euh, sans pour autant augmenter le risque de blessure, c'est faut au moins que la personne puisse faire un squat avec à son poids de corps. C'est-à-dire, voilà, on charge la barre avec la poids de corps de la personne, ça c'est quand même un minimum. Que ce soit en squat, que ce soit en deadlift, que ce soit voilà, dans dans toute cette, dans tout ce type d'exercice, ça c'est quand même un minimum. Après, effectivement, en font au-delà, c'est très bien. Mais déjà, ça me paraît être un minimum. Ça Ouais, vas-y. dépend de quel sport tu parles en fait. Alors moi, ce serait plus quelqu'un qui peut-être est un peu polyvalent. On va dire qui est sportif, comme on dit dans le langage usuel, donc qui fait du coaching régulièrement. Voilà ce dont tu Mm. parlais tout à l'heure, un peu peut-être du crossfit régulièrement, où il fait de la course et aussi de la musculation. Voilà, assez polyvalent. Quels sont les exercices vraiment à maîtriser de base et les niveaux sur ces deux, trois exercices? Voilà, à titre de Mm. référentiel, quoi, se dire, ok, Ouais. moi je fais du coaching, ben, Bah, tu parlais ouais, du poids de corps, par exemple, je peux soulever mon poids de corps, développé, couché, soulevé de terre et ouais, squat. Euh, on peut considérer que voilà, je suis à 70% de mes perfs, c'est pas mal, quoi. Quand bien ouais. même on est tous différents, mais Ouais, voilà, ça, pouvoir gérer son poids de corps. Moi, je trouve que c'est un bon indicateur. Pouvoir déplacer son poids de corps, quelle que soit sous quelle forme que ce soit une sled ou qu'on pousse, un chariot ou autre. Après, je pense que courir, pouvoir sprinter, pouvoir courir un quart d'heure, 20 minutes, là, on parle vraiment de la personne, comme tu dis, un peu polyvalente, qui veut bah, finalement se considérer comme sportive, mais sans pour autant avoir des objectifs de fou. Bah, je pense que courir 20 minutes, une demi-heure, pouvoir sprinter, pouvoir sauter, grimper, voilà, l'humain quoi. Juste l'humain, juste développer, ne pas être limité dans tout ce que l'humain est capable de faire avec son corps. Donc ouais, voilà. bah, t'as parfaitement répondu à ma question, c'est hyper intéressant, ouais, c'est pouvoir gérer son poids de corps, quelle que soit en fait l'activité et l'effort, que ce soit la course, le saut, soulever, tirer, pousser, C'est ça. être à peu près à ce niveau-là, quoi. Ouais, moi je fonctionne beaucoup sous forme de pattern.
J'aime bien les patterns de poussée. Ma préparation physique, elle est très très orientée bon, sport de combat, mais surtout très spécifique à ces sports-là dans les patterns. C'est-à-dire que je vais pas forcément, moi, passer 4 heures à faire des squats à un gars, euh, ou d'augmenter, sauf si vraiment il a un niveau de force éclaté, mais je vais pas passer 4 heures là-dessus parce que c'est pas spécifique en fait, hein. On est vraiment sur une, une gestuelle qui est très très normée et qui n'a pas beaucoup de rapport avec avec ce qui va se passer sur la cage, enfin dans la cage, sur le ring ou le tatami. Ouais, tu Euh, contextualises en permanence, en fait, un maximum en tout cas. c'est ça, sans tomber dans l'hyper spécificité, mais je développe des patterns de combat. Je développe pas forcément, je suis pas dans la préparation physique en mode ouais, voilà, tu fais un deadlift parce qu'effectivement, quand tu prends quelqu'un à la ceinture et que tu le lèves, bah, ça travaille la chaîne postérieure. Donc, on va travailler la chaîne postérieure. Donc, on va faire du deadlift. On va charger le deadlift. Ça va être lourd. Comme ça, tu vas pouvoir soulever lourd. Ça marche pas comme ça. En fait, le, le cerveau fonctionne pas comme ça. Le cerveau fonctionne sous forme de pattern. Et il y a des patterns. Tu peux être très très fort dans un pattern et pas dans un autre. Tu peux Donc, définir ce qu'est un pattern pour toi, s'il te plaît? un pattern, en fait, c'est un programme. La marche, c'est un pattern. C'est un programme que tu as dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau, ça lui demande beaucoup trop d'énergie de devoir calculer chaque déplacement, chaque mouvement du corps dans l'espace. Ça le fatigue au bout d'un moment. Donc quand il se rend compte que le mouvement est tout le temps le même, et ben il fait ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire qu'il fait un circuit neuronaux, il y a des circuits neuronaux qui vont faire que la connexion se fait beaucoup plus rapidement. Si ça passe, c'est comme quand on conduit. La conduite, c'est un Ouais, c'est pattern. quasiment plus conscient, c'est plus intellectualisé en fait. C'est ça, Mm. on n'intellectualise pas les choses, ce qui fait qu'en termes de coût énergétique, il n'y a rien. Enfin, il y a moins en tout cas. Et en termes de rapidité d'action, il y a plus. Et donc, faire un deadlift, c'est un certain pattern. Soulever quelqu'un, c'est un autre pattern. C'est deux activités différentes. Et pourtant, même si extérieurement, on peut se dire, intellectuellement, on peut se dire, bah, pourtant, ça travaille la même chaîne musculaire, oui, mais soulever une barre horizontale, c'est pas soulever un corps humain vertical. C'est pas Ouais, c'est hyper pareil. intéressant, ouais. Et du coup, bah, le cerveau, il analyse tout ça. Même en termes de ressenti, le pattern, ça se limite pas à la biomécanique du geste. Le pattern, c'est aussi le ressenti, c'est-à-dire que voilà, la peau contre la peau, le poids, le poids d'une barre, c'est un poids fixe qui change pas de forme. Un corps humain, bah, ça peut se tordre, et puis le mec en face, il va pas se laisser faire. Donc il va se tordre dans tous les sens. Et donc ça, il va falloir gérer. Donc voilà, les patterns, c'est ça. C'est des programmes. On sait un peu, c'est souvent un truc qui revient. Enfin, on doit te poser la question au moins 3 fois par jour. Ouais, je suis boxeur ou je fais du jiu-jitsu brésilien, je fais du judo. Comment je peux améliorer mon cardio? Et on a encore beaucoup à penser qu'il faut aller courir des kilomètres comme Rocky, alors qu'en fait, il suffit déjà de s'entraîner, quoi, et de vivre l'effort Euh, de la discipline, du contexte en question, comme tu avais l'air voilà. de le mettre en Bah, avant tout à l'heure, là. c'est ça. Ça, c'est vraiment le truc typique, quoi. C'est c'est vraiment le truc le plus courant, de fait de courir. On sait que la course, c'est un des meilleurs outils au-delà du vélo, de la natation ou autre pour développer le cardio, vraiment la capacité cardiaque. C'est une des meilleures activités. Ok, pas de souci. Mais faire que de la course, c'est sûr que en se disant je fais mon cardio et pas bosser dans l'activité spécifique, voilà, il y a un gros manque, ça c'est évident. Une personne qui me dit Ouah, moi j'aime pas courir et je préfère tourner, faire des randonnées ou de plusieurs rounds, bah, t'as tout capté quoi. C'est-à-dire que là, effectivement, tu développes un cardio spécifique à ton sport. Donc et voilà, pareil, on revient sur les patterns. Le pattern de course,
n'a rien à voir avec un pattern de boxe. C'est, c'est la boxe, on est dans un cadre fermé. Il y a très peu, il y a pas, en vrai de vrai, il y a très peu d'amplitude de mouvement, et on part sur quelque chose qui est en ligne droite. Donc c'est même pas des changements de direction latéraux ou autres, c'est en ligne droite, c'est des patterns croisés où on fait des grands mouvements amples. Ça, c'est clair que le cerveau, pour lui, c'est pas du tout la même activité. Bon, après, voilà, on est un peu dans la notion de bah, si le cœur est développé, bon, si on, voilà, le fait de cette activité-là va développer le muscle cardiaque, et effectivement, bah, après, le muscle cardiaque est développé. Donc, après, quand on va se mettre à boxer, bien sûr, le, comment dire, le muscle il aura changé. Donc, pattern ou pas pattern, le muscle sera gros et sera efficace. Mais en termes de stress, c'est clair qu'il y a une petite adaptation à faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut cumuler les deux, faire que l'un et passer son temps à courir. Il y en a, c'est des marathoniens, ils courent tous les matins, tout le temps, pour perdre du poids, tout le temps, tout le temps. À un moment, il faut boxer, gars. Donc, faut se mettre un peu dans le rouge. Ou courir avec ses gants au moins, quoi. Ouais. Non, mais à un moment, mets-toi dans le rouge dans la boxe, quoi. Hmm. Tu devrais plus passer plus de temps à te mettre dans le rouge dans la boxe que dans le rouge dans la course. Donc voilà. Mais oui, ça c'est l'exemple type 1. Hmm. Très clair. Euh, je sais que tu es aussi podologue. Et ça m'a interpellé parce que je connais personne autour de moi, sportif ou pas d'ailleurs, qui sans avoir de problème prend soin régulièrement et proactivement de ses pieds. J'aurais aimé que tu nous en dises deux mots sur les incidences que ça a sur la santé, voire la performance. Et ça m'a fait penser aussi au lien, alors qu'on prête de manière avérée ou pas, hein, je ne suis pas renseigné là-dessus, sur le lien avec le reste du corps, en médecine traditionnelle, un peu comme les dents. Voilà. Mhm. Quelle est la place du pied dans tout ça? Bah, en gros, bah, par définition, on est bipède, hein. Donc le pied, il faut savoir que avec les yeux, c'est les deux éléments, les deux capteurs qui nous informent de ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que les yeux nous informent bon, bah, de l'horizontalité, de la verticalité des choses, et le sol nous informe de l'horizontalité des choses. Donc ça, c'est une première chose. Le pied est intelligent, plus le pied est gainé, plus le pied est tonique, plus le transfert de force du sol vers autre chose, donc que ce soit du lancer, que ce soit frappé ou autre, sera performant. Donc ça, c'est une première chose. Donc le gars qui a les pieds tout plats, tout mous, qui a aucune stabilité sur ses appuis, c'est Des pieds évident. mous, quelle horreur! Ouais, ça existe, hein. Il y en a qui sont pas fous. Et donc, du coup, bah, le transfert, il manque un des maillons de la chaîne les plus importants de transfert de force. Il n'y en a pas. En haltéro, ils mettent, ils soulèvent des barres super lourdes. Ils ont des chaussures bien adaptées avec une semelle super dure, justement pour favoriser cette rigidité. Euh, les, comment ça s'appelle ceux qui font des sprints. Les sprinters, eux, ils ont des pointes, donc ils ont pareil, c'est des semelles, c'est en fait Oui, ils sont c'est de la. quasiment pieds nus, entre guillemets. Alors non non, c'est de la justement, c'est des pour compenser le fait que ils ont un pied bon bah un peu limité parce que là on est dans ma perf. Ils ont des pointes, c'est-à-dire qu'ils ont des chaussures avec une semelle, c'est rigide, mais pire que rigide, quoi. C'est du titane le truc. Et du coup, tout ça, c'est pour augmenter la force, le gainage en fait du pied et augmenter ainsi le transfert de force vers l'extérieur, en gros. Donc en plus que le pied a un rôle proprioceptif, perception du corps dans l'espace et un rôle sur la posture, c'est un rôle de performance comme maillon super important de la chaîne de transfert de force.
Donc ça, bien entendu, en préparation physique, c'est quelque chose qui se pratique quasiment pas. En kiné, ça commence à arriver, il y en a qui se réveillent. En podo, ils savent même pas qu'ils peuvent faire de la rééducation. C'est pourtant marqué dans leur décret, dans le décret de la podologie, il y a marqué qu'ils peuvent faire de la rééducation du pied, mais ils ne le savent pas. Donc ça s'appelle du foot corps. Foot et corps, C-O-R-E, c'est pour gainage du pied. Il y a batterie de petits exercices. C'est des choses qui se pratiquent déjà, mais les gens ne savent pas pourquoi ils le font. Donc, exemple, on appelle ça le footwork en boxe anglaise. C'est-à-dire le shadow, les déplacements, ça c'est un travail de pied. En athlétisme, ils appellent ça les gammes athlétiques. C'est-à-dire qu'ils font des espèces de petits sauts comme ça. Vous regarderez sur internet gamme athlétique, vous verrez. Ça, c'est du travail de pied aussi. Donc on ne sait pas que c'est du travail de pied, mais c'est ça. Donc au final, ça se fait, mais sans le savoir. Mais ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Ça arrive, petit à petit, ça arrive. Les gens commencent à prendre conscience de l'intérêt du travail du pied. Moi, le travail du pied est partie intégrante de toutes mes prépas physiques et de toutes mes rééducations du membre inférieur. Donc c'est juste, les gens sont obligés de passer par là. Encore plus dans les sports de combat, étant donné que c'est un sport pieds nus. Là, c'est juste indispensable. Euh, mais oui, l'homme moderne, de toute façon, a les pieds enfermés dans des chaussures à l'année. Donc forcément, c'est sûr qu'il y a un appauvrissement qui se voit par rapport à la posture et par rapport à tous les troubles toutes les pathologies en conséquence. Donc la fameuse myoponérosite plantaire, la tendinite sous le pied là, qui fait bien mal, les, les douleurs aux genoux, les douleurs au dos. Voilà. Oui, parce qu'un problème de pied, ça peut avoir des répercussions. Ça crée, alors, je vais pas utiliser un mot adapté sûrement, mais des décalages peut-être au niveau des hanches, du dos, voire des épaules. Ouais, bah, c'est très simple. Vous faites un petit test très simple. On se met sur ses deux pieds, on envoie un pied, on fait rouler le pied sur l'extérieur, le pied droit on le fait rouler sur l'extérieur et le pied gauche on le fait rouler sur l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le bassin il va suivre le mouvement. Donc, et à partir de là, juste avec ce petit mouvement-là, on capte qu'en fait le pied va agir sur toute la chaîne musculaire. Après dire effectivement, ouais, j'ai mal au cervical parce que j'ai un problème au niveau des pieds, etc. Ça va peut-être un peu loin. Il n'y a pas que ça. Mais c'est sûr que les pieds, comme je l'ai dit, répète, participent activement à la posture. Donc, toute pathologie posturale, il y a un travail de pied il faut entreprendre un travail de pied, c'est indispensable. Et ce travail de pied, alors j'ai deux questions. Là aussi, hein, pour généraliser un maximum, mais quel conseil tu aurais en termes de peut-être petits exercices et aussi en termes de chaussures, s'il vaut mieux mettre des chaussures avec des talons plutôt plates, variées, voilà, les exercices et le côté fashion. Quels sont tes Ouais, conseils? au niveau des exercices, il y a plein d'exercices. J'engage vraiment à regarder sur YouTube Foot Core et vous allez voir, là maintenant, il commence à y avoir plein d'exercices. Bah, déjà, simplement, en petit exercice tout simple de prise de conscience déjà de ses appuis, bah, juste déjà, je me mets sur un pied, je ferme les yeux et j'essaie de tenir une minute comme ça. Et là, on va vite prendre conscience que en fait on supprime 50% de la capacité d'équilibration du corps, c'est-à-dire qu'on supprime les yeux, qu'on ferme les yeux, et donc c'est nettement plus dur de tenir en équilibre sur un pied quand on a les yeux fermés, parce que tout repose sur la seule information pied. Donc là déjà, juste avec ce petit test, on peut voir, ça fait partie, tiens, tu peux me parler des tests, ça fait partie des petits tests que je fais faire à mes patients, à mes athlètes, voilà, pour évaluer un peu la, l'intelligence de ses appuis. C'est-à-dire, bon, sans surprise, hein, tous ceux qui s'entraînent pieds nus en général, ils ont des bons scores. Mais voilà, la base c'est de tenir une minute, comme ça.
Voilà, ça c'est petits exos de base. Après, il y a tout plein d'exercices de dextérité au niveau des orteils, écarter les orteils, serrer les orteils, lever que le pouce sans les autres orteils, et lever les autres orteils sans le pouce, venir à gripper une serviette. Enfin, il y a plein d'exos euh, comme ça. Et bon, c'est quelque chose qui arrive petit à petit. Je voulais faire un DU là-dessus, je me rappelle, un DU universitaire là-dessus. Et sur tout ce qui est chaussures, alors là, voilà, je sais pas si tu as forcément des recommandations, mais Ah oui, niveau chaussures. Varier. Le plus important, c'est de varier. Donc, jamais mettre la même chaussure tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors, passer une partie du temps pieds nus. Mais mettre tout le temps les mêmes chaussures, c'est sûr que si la chaussure n'est pas super adaptée, c'est sûr qu'à un moment ou à un autre, on va le payer. Donc varier les chaussures. Mettre ouais, des chaussures à talons, pas à talons. Il y a pas de, il y a pas de bonne chaussure. Il n'y a pas la chaussure qu'il faut mettre. je suppose que c'est ce que tu recommandes à tes combattants de MMA et de boxe style, là, les chaussures à talons de temps en temps. Oui, voilà, chaussures à talons, Faut varier. le boutin, un maximum de boutin. Et, Ok, mais de oui, non, voilà, varier. c'est sûr que on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut que je mette des minimalistes? Est-ce qu'il faut que je prenne maximaliste pour les chaussures? Voilà, il n'y a pas de. En fait, chaque être humain est différent, chaque pied est différent. Il y a même des différences entre le pied droit et le pied gauche chez certaines personnes. En vrai de vrai, voilà, faut varier les chaussures. Et pas oublier que l'être humain est fait à la base pour marcher pieds nus. Voilà, à la maison, zéro chaussure, pas de chaussons, on est pieds nus. Euh, et, euh, et voilà quoi. Et ça, c'est depuis le. Pareil avec les enfants, hein. Faire super gaffe quand je vois les parents. Les enfants, ils savent à peine marcher, ils ont déjà des chaussures aux pieds. C'est mort. Les enfants, ça doit être pieds nus. Ça doit être pieds nus, au moins jusqu'à 10 ans, ça doit passer son temps pieds nus à la maison. Parce Hmm. qu'en fait, sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a une partie du récepteur lié à la posture qui est affectée. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants avec des scolioses, ou des petites déformations, des problèmes de posture. Ah oui, ça peut aller jusque-là, quoi. Ah bah ouais, parce que l'enfant va grandir comme ça. Les premiers pas de l'enfant, il va faire les premiers pas avec une semelle. Ok. Mais du coup, il a une information biaisée du sol. Il n'a pas la vraie information du sol. On en revient à ce que tu disais au début, ouais. Donc forcément, sa construction va être biaisée aussi. La construction posturale du corps, l'information de l'horizontalité du corps va être biaisée. Donc sa construction par rapport à l'horizontalité du corps va être biaisée aussi. Donc ça, c'est trop lourd de conséquences. Donc ça, faut vraiment pas de chaussures chez les enfants. Deux dernières questions avant que tu nous parles de tes actualités pour conclure. Euh, Si tu avais un livre à nous conseiller, alors pas forcément sur les sujets qu'on a pu évoquer aujourd'hui, et également une citation, et nous expliquer peut-être pourquoi tu l'as Mm. choisi. On va dire que l'encyclopédie de la préparation physique de Fort Trainer, la dernière là, qui est en fait c'est une traduction du NSCA, qui est vraiment comment dire le Graal de la préparation physique mondiale, en gros. C'est vraiment le top. Et Fort Trainer a fait une traduction de ça. Et donc ce bouquin-là est vraiment toutes les personnes qui s'intéressent à la préparation physique. Voilà, je suis kiné, j'ai pas forcément envie de faire un DU ou autre, mais j'ai envie quand même d'avoir des bons conseils de prépa physique. Il faut lire ce livre. C'est un gros bouquin, mais il y a tout dedans. Il y a vraiment tout dedans sur la nutrition, sur la récup, donc celui-là il est top. Et
Après, si on change de sujet, j'aime bien aussi le dernier là, que j'ai lu, c'était Sport et neurosciences de Zach Schönbrunn. C'est chez Amphora. En gros, il explique comment le cerveau influence sur la performance. Donc c'est vraiment la, ouais, le cerveau et la perf, en gros. Donc, voilà. Et en termes de citation, moi je sors tout le temps la même citation que j'aime bien, qui me fait rire. C'est ne rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance de Jacques Accambray. Jacques Accambray, c'est un lanceur de poids des années 60. Voilà. C'est pas tellement le personnage en particulier, c'est plus la phrase en elle-même qui m'a fait rire. Et c'est ça, quoi. C'est vraiment ne rien laisser au hasard. Ça, c'est la clé pour moi de la performance. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de talent, il n'y a que des détails à peaufiner. Et à haut niveau, c'est les détails qui font la différence. À niveau égal, c'est toujours les détails qui font la différence. Quand on voit, quand j'accompagne les équipes, il y a vraiment les équipes qui gèrent tous les petits détails, c'est-à-dire se coucher tôt, manger à heure fixe, faire les débriefings, les débriefings avec les coachs, tous ces petits trucs-là qui paraissent anodins, qui sont un peu chiants. Voilà, j'ai j'ai fait mon combat, j'ai pas besoin d'aller débriefer, c'est bon, j'ai compris. Non, il y a encore un combat demain, débrief, pour pas faire les mêmes erreurs. Enfin, ça, c'est des détails. Et ça, je pense que ouais, c'est super important. Hyper intéressant. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Euh, Bah écoute, je te laisse le micro pour le mot de la fin. Voilà, si tu veux nous parler de tes actualités, tes projets, c'est à toi. Ouais, en fait, bah oui, donc là, effectivement, je parle de récupération, etc. J'ai mis au point, comme on le disait avant, il y a pas de formation donc, dans les sports de combat et dans la, dans la prise en charge du combattant, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'études. Enfin, si, il y a des études, mais enfin, soit de très mauvaise qualité, soit vraiment pas développées. Donc, j'ai mis au point avec Nicolas Haute, qui est préparateur physique et nutritionniste aussi. Ah, on l'avait reçu dans ce podcast d'ailleurs, très Ouais. sympa, très pédagogue. Et en fait, on a mis au point une formation donc, sur la gestion de la récupération et des blessures dans les sports de combat. Donc, c'est une formation de 14 heures où on parle de la gestion de la charge d'entraînement, la gestion de la nutrition, les compléments alimentaires, la gestion de la récupération, donc tout ce qui est outils complémentaires, genre voilà, la cryo, je la place quand dans le combat? Avant, après, quel est le bénéfice? Quels sont les effets néfastes? Donc en fait, ça fait un an qu'on est dessus, on a booké toutes les études sur le sujet actuel et on a abouti à ça. Et il y a toute la partie gestion des blessures où là on a regroupé toutes nos expériences, donc du coup un peu plus la mienne, sur la gestion des blessures. Voilà, mon athlète, je suis coach, mon athlète s'est fait une entorse de cheville, il revient, alors il doit aller voir qui, qu'est-ce que moi à mon échelle je peux lui faire, quand il va revenir à l'entraînement, quand il va revenir à la compétition, voilà, toutes ces notions-là, la trousse de soins, l'échauffement type dans les sports de combat, des exercices de prévention pour chaque pathologie, pour chaque sport de combat. Donc lutte, boxe, MMA, grappling, jiu-jitsu, enfin tous ces sports-là. Voilà, donc ça c'est une grosse formation, c'est en e-learning qui va sortir en septembre. On a fait un présentiel et donc on a filmé tout ça et là ça va sortir en e-learning en début septembre. Donc ça c'est le gros, le projet court terme on va dire. Après il y a un projet long terme. Long terme, c'est-à-dire dans un an à peu près, je vais monter mon cabinet.
mais un cabinet un peu spécial. Ce sera donc un cabinet autour des sports de combat. Donc ça sera une espèce de pôle en fait. Pour ceux qui connaissent, c'est comme l'UFC Institute, c'est-à-dire que c'est un pôle qui va regrouper donc kiné, ostéo, podo, médecin, prépa physique, prépa mentale, zone de récupération avec bain chaud, bain froid et sauna pour tout ce qui est gestion du poids, etc. Et, euh, et donc voilà, ça sera une espèce de pôle avec, donc ce sera le seul cabinet de kiné avec une cage de MMA dedans, des tatamis, Ouais, c'est original ça. c'est ça, des tatamis. Ça sera donc une zone d'entraînement aussi, c'est-à-dire que si les athlètes veulent venir s'entraîner, il n'y a pas de souci, ils peuvent s'entraîner là-dessus. Et ça sera aussi une zone de recherche, c'est-à-dire que voilà, il y aura l'étudiant qui veut faire un mémoire sur les combattants, bah, il pourra venir au sein de la structure bah, il aura à sa disposition des athlètes de niveau de haut niveau pour pouvoir poser ses questions et faire ses études là-dessus. Donc en gros voilà, ça sera un truc ça va s'ouvrir. Là on recherche les locaux pour l'instant et a priori ça serait plutôt dans l'est de Paris. Voilà, grosse structure à venir quoi. En gros, les grosses activités c'est les grosses actualités sont celles-là. Hyper chouette, hyper chouette. Bah écoute, je te souhaite tous mes vœux de réussite pour cette formation déjà avec Nicolas Haute, mais je suis pas inquiet pour vous. Merci. Vu, on va dire, vos credentials, comme on dit. Yes. Et pareil pour le pôle, super idée. Je pense qu'il y aura une super vibe et dynamique par rapport au fait de centraliser tous ces intérêts autour des sports de combat français, hyper chouette. Merci à toi. Merci beaucoup François d'être venu et du coup ben je te souhaite une belle fin d'été. Merci à toi aussi. Merci.